Bonjour et bienvenue à Mon Crochet et moi, épisode 42. Je m'appelle Annette Pétavie et vous me trouvez sur le web à mon site www.annettepetavie.com. Ça s'écrit A-2-N-E-T-E-P-E-T-A-V-Y. Vous pouvez me joindre par mail à annette@annettepetavie.com et vous trouverez des liens aux sujets évoqués dans cet épisode sur mon blog qui se trouve aussi à annettepetavie.com. Comme la dernière fois, une version illustrée de ce podcast sera publiée sur YouTube. Par ailleurs, je suis aussi sur Facebook avec mon compte personnel à mon nom et ma page Annette Pétavie Design. Et si vous êtes sur Instagram, j'y suis aussi. Tout d'abord, je m'excuse si ma voix ne se ressemble pas tout à fait. C'est la saison des rhumes et bronchites chez Annette. Donc, toutes vos astuces pour ne pas attraper d'infections respiratoires et pour les guérir sont les bienvenues. Heureusement, c'est pas moi qui vais le plus parler dans cet épisode du podcast, mais on va tout de même commencer par le contenu du dernier bulletin d'information. Alors, dans le bulletin du mois de septembre, j'ai parlé d'une technique assez particulière que j'ai décidé, du moins pour le moment, d'appeler le point de Jämtland, avec l'accent français, sinon ça se dit Jämtland. Donc, le Jämtland est une région au nord-ouest de la Suède, qui est donc voisine de la Norvège. Et le début de cette histoire de point de Jämtland était une moufle ancienne conservée au musée régional de Jämtland. Et on pensait que cette moufle était faite en nålbindning. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord que je vous explique ce que c'est le nålbindning ou nalbinding, comme on peut le dire en anglais. Je ne suis probablement pas la mieux placée pour faire ces explications puisque je ne maîtrise pas la technique, mais je vais quand même faire de mon mieux. Le nålbinding est une technique textile qui est beaucoup plus ancienne que le tricot et donc bien sûr beaucoup plus ancienne que le crochet qui lui est plus jeune que le tricot. Alors, dans les pays nordiques, le nålbinding est utilisé depuis au moins l'âge des Vikings. Et là, on parle donc de la période entre l'an 750 et 1100. On n'a pas trouvé d'objets réalisés en nålbinding de cette époque, avec l'exception possible d'une moufle islandaise qui semble être très ancienne. Mais on a trouvé les aiguilles qu'on utilise pour le faire. Et ça, c'est souvent le cas pour les techniques textiles des époques anciennes, parce que les textiles eux-mêmes, ils ont disparu, mais les outils utilisés restent et attestent de leur existence. Alors, pour le nålbinding, ces outils sont des aiguilles. Alors, vous imaginez une aiguille un peu comme une aiguille à coudre, plate et large, longue d'à peu près 10 cm. Et la plupart du temps, ces aiguilles étaient faites ou sont faites en bois ou en corne. On utilise une petite longueur de fil et on crée des boucles qu'on ajuste par exemple autour de l'aiguille et qu'on coud ensemble en quelque sorte. Ça veut dire qu'on peut travailler qu'avec des petites longueurs de fil parce que tout le fil passe à travers le travail à chaque étape. Alors ça veut dire bien sûr que c'est une limite à la technique. Mais ça veut aussi dire que le nålbinding a pu être utilisé à des époques et des endroits où on ne disposait pas forcément du savoir-faire pour réaliser des grandes longueurs de fil avec les matériaux qu'on avait sous la main. Donc on ne pouvait peut-être pas faire un long fil pour une pelote,
Mais si on pouvait faire des petites longueurs de fil, on pouvait faire du knot binding. Alors, le knot binding était pendant longtemps une technique presque disparue. Et aujourd'hui, moi je vois en Suède qui redevient populaire dans un cadre assez spécifique, à savoir les événements de reconstitution historique qui prennent des allures de festival et qui se font souvent sur le thème du Moyen-Âge ou de l'époque de Vikings. Et les personnes qui participent, soit activement en faisant des reconstitutions, soit en tant que visiteurs, ils cherchent à avoir des tenues aussi historiquement correctes que possible. Et comme à ces deux époques, le tricot n'était pas encore arrivé dans les pays nordiques, et donc encore moins le crochet bien sûr, on réalise des accessoires comme des moufles, des chaussettes, des bonnets ou des petits sacs en knot binding. Mais revenons maintenant à la moufle trouvée au musée de Jämtland. Alors son aspect était proche, mais pas identique à des objets réalisés en knot binding. Et on pensait donc que c'était son cas aussi, une sorte de petite variation de la technique. Le knot binding a de nombreuses variantes, donc pourquoi pas. Mais là, c'était sans compter sur l'expertise de Else-Britt Sandell-Wernersson, qui est une dame passionnée de techniques textiles depuis toujours, et qui a un jour découvert cette moufle dans les collections du musée. Et elle ne croyait pas à la théorie du knot binding, elle pensait que la moufle était crochetée. Et elle a décidé qu'elle allait résoudre le mystère de sa fabrication. Alors en cherchant des informations sur cette technique, j'ai pu lire un article sur Else-Britt dans un journal local, qui a une édition internet. Et il est clair que c'est une personne avec beaucoup de détermination et une grande passion pour le textile. Et elle a donc utilisé cette détermination pour convaincre le musée de lui prêter la moufle pour qu'elle puisse l'étudier de près. C'est pas si simple d'avoir l'autorisation d'apporter chez soi un objet des collections d'un musée. Mais Else-Britt a réussi. Et un soir, elle a pu apporter la moufle chez elle avec des instructions très strictes. Il fallait rapporter l'objet dès le lendemain matin et surtout ne pas l'altérer d'une manière quelconque. Hors de question donc de défaire quoi que ce soit pour voir comment c'était fait. Else-Britt a utilisé sa capacité d'observation et son expérience dans le domaine textile uniquement. Et je pense qu'aussi elle n'a pas dû beaucoup dormir cette nuit-là. Mais le lendemain matin, elle était sûre de ce qu'elle avait pensé au départ. La moufle était crochetée en utilisant une technique bien particulière. Elle a rapporté la moufle au musée et elle a appelé une amie, Ulrika Andersson, pour qu'elles puissent toutes les deux échanger sur cette technique et la faire connaître de nouveau, à travers des cours et des modèles à réaliser. Puis pour la publication de modèles, Ulrika Andersson, donc l'amie d'Else-Britt, a beaucoup travaillé avec Ullcentrum, qui est une entreprise suédoise avec laquelle je travaille moi aussi en tant que revendeur de leurs fils. Pour le moment, vous trouvez dans ma boutique le fil Linéa en provenance d'Ullcentrum. Moi, je lis souvent le blog de cette entreprise parce qu'il est plein de choses intéressantes. Et un jour, je suis tombée sur un article concernant un modèle réalisé en knot binding au crochet. Et c'est là que j'ai remonté le fil de l'histoire et j'ai appris ce que je viens de vous raconter sur la moufle et la découverte d'Else-Britt. Donc grâce à Ullcentrum qui participe à beaucoup de salons en Suède et qui organise souvent des ateliers, des démonstrations de la technique, les Suédoises ont pu redécouvrir cette façon de crocheter. Et il y a même une personne qui est venue voir une démonstration et qui a dit « Bah oui, je connais, ma maman m'a appris ». C'était Elsa Hellberg, originaire d'un village dans la région de Härjedalen, qui est un peu au sud-est de Jämtland, mais toujours dans le nord de la Suède. Et Elsa a fait plus de 500 moufles avec ce point. On pouvait donc trouver pas mal de choses sur cette technique en suédois sur Internet, mais tout le monde ne parle pas le suédois, n'est-ce pas? Il y avait aussi un ou deux résultats de recherche en anglais, en cherchant sur Crocheted Knot Binding, mais franchement pas grand-chose. Et en français, strictement rien.
Et pour être tout à fait franche, je trouvais aussi que même l'information en suédois gagnerait à être complétée par un tutoriel en photo un peu plus clair que les explications écrites fournies par Ulcentium. Et du coup, c'est devenu évident pour moi qu'il fallait que je parle de cette technique dans le bulletin d'information. Par contre, il y avait un petit truc qui me gênait et c'était l'appellation nålbindning au crochet. Alors, je comprends bien que c'est justifié par l'histoire autour de la redécouverte du point, mais je trouve pas ça très correct parce que c'est justement pas du nålbindning, c'est un point de crochet. J'avais trouvé un article de blog de ma copine Eva Andersson qui pensait comme moi. Donc Eva, elle est teinturière. J'avais parlé d'elle quand j'avais été en Suède au mois de mai. Je l'avais vue et j'avais acheté des fils qu'elle avait teints. Donc avec cet appui d'Eva, je me suis lancée pour proposer une nouvelle appellation, le point de Jämtland. J'ai eu quelques retours positifs de lectrices suédoises, donc peut-être que cette proposition aura du succès. On verra. En tout cas, peu importe le flacon pourvu qu'il y a l'ivresse et peu importe le nom du point pourvu qu'on le crochette. Mais pour la réalisation en elle-même, je vous propose plutôt de revoir le bulletin d'infos parce qu'en image, c'est vraiment plus clair. Moi, j'espère que ça va vous inspirer d'essayer de ce point qui est tout à fait original et peut-être de faire quelques projets avec. Pour ma part, je vous montrerai au bulletin prochain ce que j'aurai fait. Passons maintenant aux nouveautés dans la boutique. Alors, moi j'ai récemment eu le bonheur de publier un très joli modèle de veste appelé Louise Labbé. Et la créatrice derrière cette petite merveille s'appelle Sarah Mambert. Elle fait partie de ma bande de tricoteuses lyonnaises. Sarah est quelqu'un qui réfléchit et donc c'est une créatrice qui creuse ses modèles. Vous pouvez regarder par exemple son béret Pop Poppies, dont le modèle est aussi disponible dans la boutique et vous comprendrez ce que je veux dire. Pop Poppies, c'est pas du jacquard ordinaire. Et avec Louise Labbé, Sarah s'est penchée sur les torsades, mais donc pas des torsades ordinaires. Dans cette veste, une superbe bordure torsadée court en bas de la veste et le long des devants et autour de l'encolure. Il y a aussi, bien sûr, un rappel de la bordure en bas des manches. Alors, cette bordure ressemble à des cordes entrelacées, ce qui n'est certainement pas un hasard, puisque Louise Labbé était une poétesse française de la Renaissance, née à Lyon, bien sûr, et surnommée, comme vous le savez probablement, la Belle Cordière. Son père et puis son mari faisaient commerce de cordes. Et Louise, elle, écrivait de beaux poèmes sur les tourments de l'amour. Sarah et moi avons toutefois fait tout notre possible pour que vous ne soyez pas tourmentés par la réalisation de la jolie veste. Même s'il faut bien sûr, je ne veux pas vous mentir, il faut un peu se concentrer quand on tricote les torsades. Par contre, quand vous en serez à la partie jersey, vous pourrez vous détendre. Et pourquoi pas réciter quelques vers de Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'était trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés des joies. Bon, j'ai pas passé mon bac en français, vous comprendrez.
Alors, d'une manière un peu plus prosaïque, pour réaliser la veste Louise Labbé, le mérinos moyen disponible dans la boutique convient parfaitement. Par contre, si au lieu d'une chaude veste, vous voulez plutôt vous lancer dans des châles légers, je peux désormais vous proposer un nouveau coloris dans le fil London, Sienne. C'est un jaune foncé, un peu tirant sur la moutarde. C'est une couleur très profonde et chaude. Et il fera un beau coup d'éclat sur un manteau d'hiver par exemple. Et si vous voulez le marier avec un autre coloris de la gamme London, je peux vous recommander de la part d'Olivia le gris foncé Campèche. Elle trouve que c'est une combinaison particulièrement réussie et je ne peux qu'être d'accord avec elle. Alors, un autre ajout dans la boutique en termes de fourniture, ce sont les boutons fleurs de Butterfly Couture. Et derrière le nom de Butterfly Couture, il y a ma copine Pascale qui fait de très jolis modèles de boutons en pâte polymère. Et dans la boutique, vous trouverez aussi ces beaux boutons en forme d'oiseau. Alors les boutons que je propose, les modèles sont disponibles chez Butterfly Couture, mais ceux que je propose sont fabriqués spécialement pour ma boutique par Pascal, parce qu'ils sont coupés un peu plus épais que les boutons qu'elle propose d'habitude pour ne pas se perdre dans les mailles crochetées ou tricotées. Mais la finesse du dessin et l'éclat des couleurs, ce sont les mêmes. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'utiliser un bouton fleur très récemment sur une nouvelle version de mon modèle Capelette, qui est un petit chauffe-épaule, voire col. Et cette fois-ci, j'ai réalisé la capelette en mini mochi. J'ai choisi le coloris Sea View, qui s'est donc très bien marié avec le bouton fleur en coloris bleu-vert. Ces derniers jours, j'ai aussi eu une commande d'une cliente qui souhaitait faire la capelette en mini mochi coloris Dynamite ou Dynamite, et ça va comme elle avait choisi très très bien avec le bouton en rose orange. Alors avec la mini mochi on obtient une capelette un peu moins grande qu'avec le coton bio, donc j'ai rajouté quelques rangs pour la longueur, mais j'avoue que j'aime bien aussi cette dimension un peu plus petite et un peu plus près du cou. Ça fait plus accessoire que vêtement finalement. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr aussi l'agrandir au niveau de la circonférence en ajoutant 10 mailles, parce que le point au départ est un multiple de 10, à la chaînette de montage. Comme ça, votre capelette en mini mochi sera plus enveloppante et je pense que vous vous en sortirez toujours avec 3 pelotes. Parlons maintenant un petit peu de mes encours. Je peux fièrement, vous annoncer que le châle Aranami, le feuilleton, depuis le mois de janvier au février, est désormais fini. Les derniers fils sont rentrés, je l'ai bloqué un petit peu et je l'ai porté. Je vous rappelle juste qu'Aranami est un modèle en tricot modulaire créé par Olga Jazzy, disponible sur Ravelry en anglais. Olga l'a fait dans un très joli dégradé de gris avec un fil Brooklyn Tweed, il me semble. Mais pour ma part, il s'agissait d'un projet pour utiliser des restes de fil et j'ai donc disposé mes coloris en fonction de la quantité qui me restait et pas dans un dégradé parfait. D'ailleurs, les quantités nécessaires pour les différentes parties du châle sont très clairement indiquées dans les explications et ça, franchement, c'est très pratique. Je doutais donc bien sûr un peu de mes choix et du rendu final, puisque le dégradé, je l'ai un peu mis dans une boîte secouée et il est ressorti un peu différent. Mais mes copines m'ont bien rassurée et j'ai décidé que finalement ça allait bien comme ça.
Surtout que moi, je porte pour la plupart du temps mes châles enroulés autour du cou, un peu en chèche, et la disposition des couleurs n'est donc pas forcément le point focal du châle. Voilà, j'ai aussi fini un projet en 2 versions que j'ai nommé Rythmique, qui est donc un projet destiné à publication et que j'ai présenté au salon de Shadrach très récemment. Maintenant, avant de vous le montrer, on va dire de façon officielle, il me reste à faire les traductions de l'affiche et, très important, les photos. Mon idée étant de faire une séance photo avec ma fille et une copine en photographe. Ça veut dire qu'il va falloir coordonner pas mal d'agendas pour y arriver, mais on va quand même essayer de le faire. Toujours au tricot, je viens de finir un bonnet en utilisant des restes mérinos moyens. Et là, j'ai envie de faire toute une petite série de modèles de base. Donc l'idée, c'est bien sûr qu'ils me servent ensuite pour des points de départ, pour des modèles plus élaborés. Mais j'ai aussi envie de les partager sur le blog pour que tout le monde puisse en profiter. Rien de très recherché, mais franchement, des petits accessoires dans des points très basiques, ça sert toujours. Alors, avec tout ce tricot, on pourrait croire que j'ai totalement oublié mes crochets, mais bien sûr que non. J'ai un encours que vous avez pu voir avancer sur Instagram et Facebook. C'est un modèle très rigolo, un genre d'amigurumi, qui reproduit en miniature une nana dans le style de Niki Saint-Phal. J'ai dû m'arrêter un peu dans mon élan parce que travailler sur des petites dimensions comme ça me donne mal aux mains, mais je vais y revenir. Et je suis aussi, bien sûr, en train de crocheter pas mal de petites choses avec le point de Jämtland dont je vous ai parlé. Je ne vous en dis pas plus puisque mon intention est de vous les présenter dans le prochain bulletin d'information. Il y a quelques semaines, je suis allée chez Marie Foyer, près de Saumur, sur les rives de la Loire. Alors, qui est donc Marie ? Marie, c'est la personne derrière les marques Les Soies de Marie et Mada Silk, et parmi plein d'autres choses, elle a développé le fil London que vous connaissez de ma boutique. Marie vit dans une maison très particulière, une maison troglodytique. Il y en a beaucoup dans cette région, mais pour moi, qui ne connaissais pas bien le coin, et qui n'avait jamais vraiment expérimenté ce type d'habitat, c'était une expérience très particulière de passer du temps dans sa maison. Particulière, mais très agréable. Mais c'est pas seulement sa maison qui est intéressante, parce que Marie est une personne totalement passionnante, qui a mené une vie sur la route de la soie et en vadrouille dans le monde entier. Alors, j'ai pas pu résister à mon envie de l'interroger sur son parcours, et voici notre conversation. Voilà, je suis chez Marie Foyer, qui a la grande gentillesse de me recevoir chez elle, dans sa maison très particulière. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et moi, j'ai voulu venir chez Marie pour qu'elle partage avec moi un peu son expérience dans le domaine du fil. Et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de partager avec les auditeurs du podcast aussi. Alors Marie, est-ce que tu peux me raconter cette histoire entre toi et le fil ? Ça date de quand ?
Eh ben, j'ai dû tomber dans la marmite quand j'étais petite, en fait, parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours baigné dans une ambiance textile. C'est-à-dire que ma petite enfance, c'était dans une ville, c'était à Flers-de-l'Orne, hein, et à l'époque, il y avait encore beaucoup de petits ateliers avec des métiers à tisser, des petits ateliers familiaux, et ça faisait pas vraiment partie du décor de la ville, quoi. Et mes premiers souvenirs, moi, de quand j'étais gamine, j'avais une petite copine, je devais avoir 3 ans, quelque chose comme ça, et on jouait à cache-cache dans les réserves de tissus. Ses parents avaient un atelier comme ça, et alors, on n'avait pas le droit d'entrer dans la salle des métiers, mais on avait accès aux réserves, et on faisait de sacrées parties de cache-cache. Et j'étais très marquée par l'odeur, tisser le coton, et j'ai toujours gardé cette odeur là du coton. Ça m'a vraiment imprégnée. Et après, mes parents, on a déménagé, mes parents ont acheté une ancienne corderie. Pas pour exploiter, mais parce qu'elle fermait et qu'on habitait les lieux. Et là, c'est pareil, il y avait encore tous les stocks, il y avait des grosses bobines de coton qui étaient là, et j'ai passé des heures et des heures à jouer là-dedans. Donc ça m'a imprégné, mine de rien. Et, euh, et voilà, bah c'est comme ça que ça a commencé. Et après, un petit peu plus tard, donc la seule formation sérieuse que j'ai, c'est une formation de libraire, donc rien à voir. Et quand je me suis mariée, j'ai pas pu travailler en librairie parce qu'on était isolés dans le fin fond de la Sologne. Donc pour m'occuper, j'avais commencé à faire une étude sur les fibres textiles et leur transformation. Donc qui allait de la production de la fibre jusqu'au vêtement. Donc c'est là que j'ai commencé à filer, j'ai commencé les teintures végétales. Bon, le tricot, tout ça, j'avais commencé quand j'étais petite. Le tissage, enfin voilà, c'est dans ces années-là que tout a commencé pour moi, et j'ai jamais arrêté en fait. Donc cette étude de fibres textiles, bah, j'ai commencé par le plus simple, donc un mouton, des lapins angora, une chèvre angora qui a pas résisté longtemps, la pauvre, et puis un petit peu de fibres végétales aussi. J'ai eu du coton dans mon jardin. Et j'avais gardé la soie pour la fin parce que à l'époque, moi l'image que j'avais de la soie, c'était soit les soieries lyonnaises que je trouvais trop sophistiquées pour moi, soit les soies chinoises qui ne me paraient absolument pas. Donc la soie ne m'intéressait pas, je l'avais gardée pour la fin. Et bien m'en a pris puisque bon, c'est une étude, j'ai quand même mis une dizaine d'années à la faire. Et pendant ce temps-là, il y a eu tout un mouvement de relance de la sériciculture dans les Cévennes. Et quand est arrivé le moment pour moi d'aborder la soie, j'ai pu profiter d'une formation à l'élevage du ver à soie, donc à Monoblé, dans le Gard. Et là, eh ben, ça a été une vraie découverte et c'était un véritable coup de foudre parce que j'ai découvert une matière que je connaissais absolument pas et qui est fabuleuse, quoi. Et autant la partie élevage, la partie production est passionnante. Enfin, vraiment, ça reste de la magie à chaque fois, hein, de voir comment cette petite chenille arrive à fabriquer ce fil-là. Et puis tout le travail de transformation de la matière, moi, j'ai vraiment été complètement subjuguée par ça et je n'ai fait plus que de la soie depuis cette période-là. Donc effectivement, depuis la soie et, si je peux me permettre, le fil conducteur de ton travail, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où ça t'a mené depuis cette découverte dans les Cévennes? Alors, c'est bien beau de faire de la soie, mais si on veut en vivre, il faut être un petit peu imaginatif. C'est-à-dire que moi, j'étais en Pays de Loire déjà, et dans les Cévennes, donc dans les Cévennes, le but des formations, c'était pour qu'il y ait des agriculteurs qui produisent des cocons pour alimenter la filature. Et moi, il m'avait dit, mais toi, t'es un petit peu loin, il faudrait que tu t'organises toute seule.
en fait, que tu te débrouilles un petit peu pour filer tes cocons toute seule. Alors, ce qui était un petit peu compliqué, puisque étant seule précisément, je n'avais aucune aide de la région et que voilà, il a fallu que je me décarcasse un petit peu toute seule pour retrouver des débouchés à tout ça. Donc, je me suis fait mon métier, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intitule Soyeuse, en référence aux soyeux lyonnais, rien que ça, et globe-trotteuse, puisque au jour d'aujourd'hui, je n'élève plus les vers à soie, mais je vais dans différents pays, donc principalement Madagascar, Laos, Cambodge et Inde, où là, je travaille avec des sériciculteurs sur un petit peu les techniques d'élevage, mais ça se passe plutôt bien, ils maîtrisent bien, mais toute la transformation artisanale de la soie, donc filature, teinture, et puis tissage, éventuellement tricot, etc., quoi. Donc, on peut peut-être procéder un peu pays par pays. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait au Madagascar? Alors, Madagascar, j'y suis allée parce que je n'arrivais plus à produire, moi, de soie en France, hein. Il y a de gros problèmes sur les élevages liés aux pesticides qui sont dans l'air, qui se déposent sur les mûriers et qui empêchent les vers à soie de filer. C'est une des raisons majeures pour laquelle il n'y a plus de production de soie en Europe aujourd'hui, ça. Donc, j'avais commencé, moi, à faire des fils à broder. J'avais besoin de matières premières. Et j'avais un ami donc qui travaillait pour l'ONUDI. Donc, l'ONUDI, c'est la branche qui s'occupe du développement industriel de l'UNESCO. Et il m'a dit, mais viens à Madagascar, on est en train de relancer la sériciculture, tu vas trouver des cocons, etc. Bon. Donc, je suis allée à Madagascar et effectivement, j'ai senti vraiment une énorme demande de la part des sériciculteurs qu'on incitait à produire, mais qui n'avaient pas vraiment de débouchés à l'époque. Et donc, en voyant, donc, autant mon objectif de départ, c'était d'acheter 100 kilos de cocon, point final, et puis moi de revenir les traiter en France. Je me suis dit, ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de gens demandeurs qui produisent déjà, et j'ai essayé un petit peu de les amener à faire le fil dont moi j'avais besoin. Et vu la quantité de soie disponible, je me suis dit, on pourrait même faire du fil à tricoter, puisque ça consomme énormément par rapport au fil à broder, hein. Une échevette de fil à broder, c'est 1 gramme, une pelote de fil à tricoter, c'est 50 grammes. Donc ça permet quand même, vu la quantité qu'il y avait, ça me permettait de me lancer dans le fil à tricoter. Et j'ai commencé donc dans différents endroits de Madagascar, dans différents groupes, à faire. Il y avait beaucoup d'ONG qui travaillaient sur place, notamment des ONG italiennes. Donc avec une ONG principalement, j'ai commencé à apporter le rouet parce qu'ils avaient pas de rouet pour filer la soie. Et puis on a travaillé sur les teintures, etc. Et avec cette ONG-là, on a fait plusieurs formations, donc d'initiation au filage et à la teinture végétale. Et puis, dans un autre village, il y avait un groupe d'artisans, c'est pareil, qui cherchaient des débouchés. Donc, on a travaillé sur un autre type de fil. C'est-à-dire que dans chaque village, je travaillais avec trois villages, chaque village avait sa caractéristique, quoi. Je faisais pas 3 fils identiques. Et puis, j'y suis retournée d'année en année et faire d'autres formations sur l'association tricot-tissage. Enfin, essayer de leur donner aussi de nouvelles idées, puisque ça reste très traditionnel, Madagascar. Donc, ils tissent principalement des écharpes, et sortis de l'écharpe, ils savent plus quoi faire, quoi. Donc, on a essayé de trouver de nouvelles idées. Ce qui est pas évident, c'est-à-dire que sur le coup, ils sont d'accord, mais ils m'y mettent pas en pratique après. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, j'ai travaillé aussi sur la soie d'araignée à Madagascar. Ça, je travaille toujours un petit peu dessus, là. Et j'avais un ami qui avait commencé aussi à ouvrir un atelier sur Tananarive, où il avait importé de la laine de France, et il faisait faire un petit fil mélangé laine et soie, qu'il transformait, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'écharpes en crochet avec ça.
Et puis la production était énorme puisqu'il y avait une dizaine de personnes dans l'atelier et il y avait des surplus. Donc il m'a demandé si je pouvais coopérer avec lui. Donc on a géré l'atelier tous les deux. Et c'est dans cet atelier qu'était fabriqué donc le fil Tana de Madasilk, hein, un fil émain qui est quand même assez exceptionnel, je trouve. Et malheureusement, ce copain a dû arrêter et moi, j'ai pas pu continuer toute seule donc à tenir cet atelier. Donc maintenant, cet atelier-là est fermé, malheureusement. Mais bon, il y a d'autres projets qui vont recommencer. Je trouve quand même que tu passais un petit peu vite sur la soie d'araignée. J'aimerais bien que tu nous en parles davantage parce que les araignées, c'est pas forcément ce qu'on associe le plus avec la soie. Alors c'est dommage que vous n'ayez pas l'image parce qu'il y en a là. Je prends une photo. C'est un fil extraordinaire. C'est vraiment un fil c'est unique quoi. C'est une soie jaune d'or. Ça c'est sa couleur naturelle. Hein. Et donc il y a très longtemps, il paraît qu'à Madagascar, on récupérait déjà cette soie d'araignée. C'est une araignée qui est endémique de là-bas. Donc la Nephila madagascariensis. Donc c'est vraiment une espèce locale. Et alors je sais pas l'origine exacte, mais les rois de Madagascar avaient des lampes, donc des capes, qui étaient faites avec ce fil d'araignée. La tradition s'est perdue et à la fin du 19e, il y a un jésuite qui a essayé de reconstruire une petite machine pour dévider cette soie d'araignée. Bon, et alors le principe, c'est que on prend les araignées femelles au moment de la saison des pluies et on les coince dans des espèces de petites guillotines, si on veut, en mousse pour pas les blesser. Donc on ne laisse dépasser que l'abdomen. Et sur l'abdomen, il y a un petit trou qui est la filière par où sort la soie. Donc il suffit de poser le doigt sur la filière, la soie se colle sur le doigt. Donc on aligne une vingtaine d'araignées comme ça, 20, 30, 40, autant qu'on veut, quoi. Et on tire les fils de ces araignées parallèles jusqu'à une autre petite machine sur laquelle on entoure, sur laquelle le fil va s'enrouler, exactement. Et on agglomère les fils, on le pince les fils juste avant que le fil ne s'enroule sur la machine. Voilà. Et après, donc il faut reprendre ce fil et on le retravaille comme un fil de soie en le moulinant. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau fil. Donc après l'expérience du jésuite, ça s'est encore perdu. Et il y a un Lyonnais, Gérard Fievé, qui avait entrepris de reconstruire la machine et de relancer une production de soie. Et il a formé plusieurs personnes. Il y en a une qui existe toujours, qui a toujours plus ou moins continué, mais qui, en fait, ne savait pas trop comment mouliner le fil. Donc, c'est juste le petit aspect technique qu'on lui a apporté. Et voilà, maintenant, elle produit elle doit être la seule, enfin, pas tout à fait la seule, mais parce qu'il y a un Anglais qui est installé à Madagascar que tout le monde a entendu parler puisqu'il a retissé 2 pièces de soie pour le Muséum d'histoire naturelle de New York. Ça fait des articles, on a vu un petit peu partout dans la presse. Et donc Clarisse, elle produit du fil toute seule dans son coin et elle ne savait pas trop quel débouché avoir. Donc je l'aide un petit peu à commercialiser ce fil en France. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette soie d'araignée? Parce que c'est un fil très fin. C'est un petit peu le problème, c'est que c'est un fil surtout très très cher, c'est surtout ça. Et pour l'instant, moi, il y a des dentelières qui ont fait des dentelles avec. Ça reste vraiment pour des pièces d'exception, quoi. Ça se brode également. Il y a un Chinois qui a essayé de faire des bijoux avec, et c'est d'ailleurs très très beau. Il enroulait le fil d'araignée sur des structures en bois. C'est vraiment très très beau.
Qu'est-ce qui se fait encore? Il y a pas mal d'autres applications. Enfin, le fil tel qu'il est travaillé comme ça, c'est vraiment à vocation textile. Mais un fil de cette grosseur, donc qui est comme un fil à coudre, si on veut aller par là, celui-là, il est fait avec 300 araignées. Hein. Donc c'est une fibre qui est très très fine et qui sert aujourd'hui en fibre optique, par exemple. Il y a pas mal d'applications autres que le textile, industrielles. Moi, je les connais pas toutes, hein, d'ailleurs. Mais j'allais dire, le débouché est à créer complètement, quoi. Donc pour l'instant, ça reste anecdotique, parce que c'est beau, c'est une curiosité, mais c'est très cher, quoi. C'est très très cher. Donc voilà, on a parlé du Madagascar, mais on ne devient pas globe-trotteuse en allant seulement à Madagascar. Donc je sais que tu as eu beaucoup d'aventures en Asie aussi. Tu commences où tu veux et tu nous racontes un petit peu. Alors, le premier pays d'Asie où je suis allée, c'est l'Inde. Parce que quand je produisais, j'avais entrepris. Alors, il faut d'abord que j'explique les choses. C'est que ici, à Saumur, il s'est produit de la soie au siècle dernier. Mais ça n'a pas laissé de souvenirs impérissables parce que Saumur avait plutôt la réputation d'avoir la soie la plus moche de France. Parce que on ne savait pas la filer. Et alors c'est ça qui est très drôle quand même, c'est que quand je suis arrivée dans le coin, plus personne ne savait qu'on avait fait de la soie. J'ai commencé à chercher un petit peu dans les archives et finalement il y a plein de choses et des choses même assez troublantes par rapport à ma propre histoire d'ailleurs. Et donc à la fin du 19e, il y a eu une délibération du conseil municipal qui avait décrété de créer une filature de soie, une filature école pour former les fileuses, parce que c'était des petits élevages familiaux et c'était les jeunes filles qui faisaient leur dot avec ça et qu'elles filaient leur soie, elles allaient la vendre à Tours, puisque Tours était un centre de tissage de soie très très réputé. Et donc, pour améliorer la filature, il y a eu cette décision du conseil municipal de créer cette filature école. Et alors, le local avait été décidé, et précisément, c'était le local dans lequel je travaillais pour une association. Vraiment, j'étais dans les locaux. Et avec cette association, on a essayé d'ailleurs de relancer la sériciculture également. Donc partant de ce principe que la soie était mal filée, ça voulait dire que le fil était très irrégulier. Et je me suis dit, ce qui était un défaut autrefois, on va faire une qualité pour aujourd'hui. Et qui dit soie irrégulière, en fait, ça m'a fait penser un petit peu à la soie sauvage. Et j'ai commencé à tester les différents élevages possibles en France de chenilles sauvages. Et celle qui a le mieux fonctionné, c'est la chenille hérie, donc qui se nourrit de ricin et qui est originaire d'Inde. Donc j'ai fait mes expériences en France, ça marchait très bien. Et je suis allée en Inde après pour voir comment les élevages se passaient là-bas et puis voir ce qu'ils avaient un petit peu comme matériel pour travailler tout ça. Et finalement, donc j'avais un projet qui était quand même assez conséquent puisque j'ai été subventionnée par l'ANVAR pour mettre au point ce qui devait s'appeler la soie d'Anjou. Et bon, ça n'a pas abouti parce que il fallait créer les machines en fait pour travailler les cocons. Les machines n'existaient pas. En Inde, ils travaillaient tout entièrement manuellement, mais il y a de la main d'œuvre. Et voilà. Et moi, j'avais déjà dépassé le budget largement et je pouvais pas financer la création d'une machine. Donc j'ai rangé le projet dans mes cartons en me disant je reprendrai ça plus tard. Bon. Donc premier voyage en Inde à cette occasion-là, et aussi pour les teintures végétales parce que pareil, au niveau des teintures végétales, j'ai beaucoup cherché, j'ai appris toute seule, j'ai suivi la formation d'Anne Riger, et j'ai cherché à rencontrer pas mal d'artisans qui travaillaient de cette manière-là dans différents pays. Et j'avais entendu dire, donc en Inde, ils fabriquaient, mais ça c'était déjà dans les années 2000, tout à fait début 2000,
des extraits végétaux pour la teinture végétale. Et ça, c'était vraiment un progrès énorme parce que moi, je faisais du fil à broder, j'avais besoin d'une régularité dans mes teintures, donc, et d'un suivi, surtout dans la gamme des coloris, qui est très aléatoire quand on travaille directement avec les plantes. Alors, à partir du moment où on travaille avec des concentrés, il suffit bien toujours de peser, de bien mesurer, et on arrive à avoir un relatif suivi. Ça reste toujours différent d'un main à l'autre, mais c'est quand même très proche, quoi. Donc, j'ai cherché des endroits où ils fabriquaient ces extraits, parce que ça m'épatait quand même, je voulais voir si c'était bien vrai, si c'était bien du végétal. Et là, on m'a dit, mais si vous voulez, mais vous venez dans le laboratoire, vous faites une formation avec nous si vous voulez. Alors, moi, faut jamais me dire ça, parce que j'y vais. Ce qui fait que l'année suivante, je suis retournée, c'est à côté de Delhi, dans cette usine-là, où j'ai pu voir toute la fabrication des extraits et surtout l'application en laboratoire. Et ça, pour moi, c'était vraiment un grand pas en teinture végétale, quoi, de pouvoir faire cet essai-là, quoi. Et puis l'Inde, j'y suis pas retournée pendant plusieurs années, mais j'ai été quand même en contact avec dans un village avec un jeune qui produisait de la soie Eri et qui voulait faire la promotion de cette soie-là. Donc on était restés plus ou moins en contact. Et je suis retournée l'année dernière parce que j'avais une mission avec le GIZ, dont le GIZ, c'est une agence de développement allemande, pour travailler sur les teintures végétales dans le Meghalaya. Donc le Meghalaya, c'est un état du nord-est de l'Inde, un état tout à fait particulier par rapport à l'Inde. Hein. C'est indien, mais c'est pas indien. On se sent pas du tout en Inde là-bas parce que déjà les ethnies locales sont plutôt d'origine cambodgienne apparemment ce sont des ethnies matriarcales. Donc c'est vraiment complètement un autre art de vivre là-bas, mais vraiment les femmes portent la culotte, sont propriétaires des terres, et les petits maris n'ont qu'à suivre gentiment et obéir aux femmes là-bas. Bon. Et on a fait tout un travail très intéressant parce que traditionnellement, elle travaille la soie Eri, toujours cette soie qui m'intéresse là, et les couleurs traditionnelles du Meghalaya, il y a 3 couleurs en teinture végétale. Il y a le rouge de la cochenille, le jaune, donc elles utilisent le curcuma mais qui n'est pas très solide, et il y a du noir. Et elles ne savaient pas faire d'autres couleurs, et elles ne veulent pas du tout utiliser de produits chimiques, donc pas d'alun, alors qu'elles ont de l'alun naturel, il y a des carrières d'alun naturel pas loin de chez elles, mais non, donc uniquement du végétal. Donc moi ça m'a bien aussi intéressé de travailler sur les mordants végétaux. Et on a mis au point, c'est pareil, elles savaient pas par exemple développer au fer ou développer au cuivre. Et en une semaine, en 2 semaines, on a réussi quand même à faire une vingtaine de couleurs et elles étaient complètement sidérées, quoi. Donc là, on a besoin d'un peu d'explication de vocabulaire. Tu as utilisé le mot mordant. Donc ça, j'ai compris, c'est ce qu'on ajoute pour permettre à la teinture de se fixer de façon permanente sur la matière textile. Et après, développement de cuivre. Explique-nous tout ça. Ben, c'est parce que à partir d'une plante, bon, on va prendre, je sais pas, la grenade par exemple, l'écorce de grenade, ça va te donner du jaune. Bon, tu le mordances, donc le mordançage c'est effectivement pour fixer la couleur. Tu le mordances. Généralement, nous on mordance à la lin, hein, et ça permet donc bien de fixer. Là. Pour la grenade, on n'a pas forcément besoin de mordancer parce que c'est une plante qui a du tanin. Mais si on mordance, ça va donner plus d'éclat. Donc et là-bas, il y a des citrons, il y a des gros citrons. On a fait le mordançage au citron pour redonner plus de vivacité. Et si tu développes au fer, par exemple, c'est-à-dire qu'après la teinture, tu vas faire un bain avec du jus de clou. Donc le jus de clou, tu fais rouiller des clous dans de l'eau avec, là c'est pareil, on mettait des citrons un petit peu d'acidité.
et le tanin va réagir. Donc, du coup, ça va verdir. Ça va te donner une deuxième couleur. Et si tu fais le même procédé avec du cuivre, ça va te donner une couleur plus mordorée. Voilà. Donc, à partir d'un seul bain de teinture, ça te permet d'avoir 3 couleurs. Voilà. Donc, elles avaient les ingrédients, mais elles ne savaient pas du tout qu'on pouvait faire ça, quoi. Et elles étaient très, très, très contentes. Et il y a eu un autre aspect aussi. Elles ont une plante qui contient de l'indigo, mais elles ont perdu complètement la recette. Mais là, j'ai pas été assez longtemps et je dois y retourner justement pour pour leur apprendre aussi à développer la teinture à l'indigo. Donc là, tu nous as parlé plusieurs fois de la soie Eri. Donc bon, j'ai une mini longueur d'avance parce que on a déjà discuté un petit peu avant de commencer l'enregistrement et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait au moins 2 espèces de verre à soie, peut-être plus, mais donc il y a donc la soie Eri provient d'un autre verre à soie que celui qu'on connaît le plus couramment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre la soie Eri et la soie plus classique? En général, en France, quand on parle de soie, on parle de la soie du Bombix du mûrier. Donc, qui donne un cocon bien formé, qui est fait d'un seul fil continu, très, très résistant, très brillant. Et le principe de l'élevage, c'est de récupérer ce cocon avant que le papillon ne sorte, et donc de trouver le début du cocon et de récupérer le fil sur toute sa longueur. Le héri, c'est complètement différent. Le héri, donc c'est une chenille qui fait un cocon qui n'est pas fermé. C'est pas un fil continu, donc on peut pas le dévider, on peut pas retrouver le début du cocon et tirer sur le fil. Donc c'est un cocon qu'on travaille comme de la laine de mouton. C'est-à-dire qu'on va le carder, le peigner. Enfin, on fait ça avec les doigts, mais c'est le même type d'action, quoi. On écarte les fibres et on file ça au fuseau ou au rouet. Voilà. L'aspect est différent aussi. C'est une soie qui est plus mate, bien qu'elle ait un petit côté brillant. On sent quand même que c'est de la soie, quoi. Au premier coup d'œil, quand on voit un tissu de soie Eri, on pense que c'est du lin. Et quand on touche, on voit bien que c'est pas du lin. Et voilà, c'est un toucher très particulier. Ça a le toucher de la soie quand même, quoi. Et plus on le porte, c'est un tissu qui s'améliore en vieillissant. Un fil qui s'améliore en vieillissant. Moi, j'ai vu des vieux Indiens qui portaient des tenues traditionnelles en soie Eri, mais ça faisait 20 ans qu'ils les portaient. C'était magnifique, quoi. Il y avait un tombé vraiment extraordinaire. Alors, il y a d'autres chenilles encore, séricigènes, il y en a pas mal, hein. Les plus connus, donc, c'est les tassars, ce qui donne les tussors chez nous. Enfin, ce qu'on appelle traditionnellement la soie sauvage, en fait, c'est une variété, c'est de la soie tassar. Donc ça, c'est une chenille qui se nourrit de feuilles de chêne et qui a un cocon qui se dévide partiellement, on va dire. Donc c'est pour ça que ça donne ces tissus irréguliers avec des grosses bourres par endroits. Ça vient de la manière de dévider le cocon. Et alors, dans les tassars, il y a une autre spécialité, c'est que le cocon de la chenille tassar, il est relié, il est attaché dans l'arbre par un pédoncule qui fait à peu près 7 cm. Et les Indiens récupèrent ces pédoncules pour ne faire un fil qu'avec le pédoncule. Donc ça, c'est la soie tassar pédoncule. C'est encore une autre particularité. Et il y a encore une autre soie qui est magnifique, qu'on ne trouve qu'en Assam, donc dans le nord-est de l'Inde aussi. C'est la soie muga. Donc là, c'est un fil doré également, mais pas jaune, mais vraiment plus or, quoi. Et d'une chenille qui se nourrit d'un arbre qu'on ne trouve que là-bas, qui s'appelle le soum. Et c'est un cocon qui se dévide également comme la soie du Bombix. Vraiment, les tenues traditionnelles d'Assam sont faites avec cette soie muga et
qui a une autre particularité, c'est qu'elle ne se teint pas. Donc ça reste vraiment, c'est toujours des tissus dorés, quoi. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Bon, on commence à vraiment comprendre comment on peut passer toute une vie sur la soie. Voilà, on est en Asie, donc on a bien visité l'Inde. Quels autres pays ont eu l'honneur de ta visite? Alors, j'ai sévi, enfin, plus ou moins sévi, et je vais encore sévir au Laos, où là, j'ai rencontré Philippe Schmidt. Alors, Philippe Schmidt, c'est une personnalité vraiment très attachante. C'est un chirurgien qui a beaucoup travaillé dans l'humanitaire et qui était allé au Laos il y a une quinzaine d'années pour une mission, précisément une mission humanitaire, et qui n'est jamais rentré. Il est resté là-bas avec sa femme. Et après bien des tas d'activités, il a finalement acheté une ferme dans les Boloven, donc dans le sud du Laos, et développé l'élevage de vers à soie. Et comme c'est un endroit où les gens avaient très très peu de travail, ça donne du travail à énormément de familles. Donc, soit pour les élevages, soit il fait d'autres activités agricoles, pas uniquement de la soie. Cette soie est dévidée sur place dans les Boloven et ensuite réexpédiée sur la capitale, à Vientiane, où là, il y a un autre atelier pour peaufiner la filature, faire la teinture, et il y a aussi des ateliers de tissage. Et on a travaillé ensemble sur la mise au point d'un fil à tricoter, qui est vraiment magnifique, Vraiment, c'est le plus beau fil que j'ai jamais vu. Non, mais je peux le dire dans la mesure où c'est pas moi qui le fais. Et vraiment, c'est un fil vraiment extraordinaire. Et donc, qu'on va encore améliorer. Je pense qu'il y a encore des petits points à améliorer, mais qui a une très bonne brillance, qui est très agréable à tricoter, qui file bien puisque il y a 200 mètres pour 50 grammes. Et là, je vais y retourner pour faire une collection en teinture végétale. Et ensuite, j'irai au Cambodge pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a une ONG qui est là-bas, qui s'occupe d'un village particulièrement, et il y a une famille qui était désireuse de refaire de l'élevage de vers à soie. Avec toute l'époque troublée des Khmers rouges, d'une part, énormément de gens sont morts et beaucoup de traditions ont disparu là-bas. Et les Cambodgiens s'attachent à retrouver justement leur savoir-faire et leur tradition. Donc, il y a une famille qui veut refaire de la sériciculture. Donc, j'ai pu les mettre en rapport avec une association cambodgienne qui s'occupait de ça, mais on m'a demandé d'aller voir un petit peu s'il y avait des choses à améliorer. Et puis je dois rencontrer donc un groupement cambodgien aussi qui veut aussi apprendre à faire la teinture à l'indigo, puisque c'est le rêve de tous les teinturiers. Ils ont la matière première, mais ils ne savent plus comment faire. Tout ça, c'est absolument fascinant à propos des origines de ces soies diverses. Maintenant, je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'autre bout de la chaîne. Comment toi, tu travailles la soie? Eh ben, il y a plein de manières de la travailler. J'ai commencé par le tissage, en fait. Ça, c'était ma première utilisation. Après, j'ai beaucoup tricoté, donc ça étonne les gens qu'on fasse du fil à tricoter en soie, parce que dans l'image traditionnelle de la soie, c'est un fil très fin. Mais en fait, par assemblage, on peut avoir des fils de différentes grosseurs et on peut très bien avoir un fil à tricoter. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Et puis, il y a aussi la broderie. Ça se prête très très bien. Le fil de soie s'y prête très très bien.
Et c'est vrai qu'en ce moment, vu mes douleurs, je crois que j'ai trop tricoté et je peux pas tricoter très longtemps, j'ai trop mal au bras, donc je me suis rabattue sur la broderie et j'ai découvert la broderie Kanta, qui est vraiment qui est une technique indienne, qui est à la portée de tout le monde et qui est vraiment super relaxante à faire. Donc c'est une succession de petits points avant et ben qu'on module en fonction du dessin qu'on veut faire, quoi. Et ça donne une texture d'abord au tissu qui est très agréable au toucher. Et puis ben, la soie aussi magnifie un petit peu tout ça, quoi. Je confirme, j'ai vu l'encours de Marie dans cette technique et c'est très beau et en plus ça donne envie de s'y mettre tout de suite parce que ça a l'air tout à fait réalisable. On l'a mentionné très vite au début, mais comme tu as eu la gentillesse de m'accueillir chez toi, je voudrais que je vais essayer de prendre quelques photos, mais même si on ne peut pas la voir, je voudrais que tu expliques un petit peu le caractère particulier, peut-être un peu l'histoire aussi de ta maison, parce que ce n'est pas une maison comme les autres. Alors c'est une maison troglodyte, donc une maison qui est creusée dans le rocher. C'est une particularité de la région du Saumurois, là, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un ensemble. On parle souvent d'ensemble troglo plus que de maison parce que c'est très étendu. Il y a beaucoup de pièces, etc. C'est des cours en général où il y avait beaucoup de pièces, quoi, qui se distribuaient tout autour d'une cour. Et cet ensemble-là, il a la particularité d'être à cheval sur deux cours. Donc il y a une cour nord, une cour sud, ce qui fait que quand il fait beau, c'est très ensoleillé, c'est très agréable. T'as pas eu la chance de le voir aujourd'hui, mais et ce qui permet aussi de ventiler, d'aérer les pièces. Il n'y a pas d'humidité, quoi. Hein, puisque quand j'ai racheté ici, il y avait du papier peint sur les murs, quand même. Alors, c'est pas tellement ce que je recherchais dans un troglo, donc j'ai vite enlevé tout ça. Mais j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu l'ancien propriétaire et qui a pu me raconter l'histoire de cette maison-là, qui est très ancienne, hein, puisque il y a une grande partie qui remonte au XVe siècle, donc du temps de Marguerite d'Anjou. Marguerite d'Anjou a vécu pendant 2 ou 3 ans ici, dans la rue du Château précisément, et elle avait toute sa cour, donc la pièce qui est ma chambre maintenant, c'était probablement une salle de garde, quoi, qui avait une très très grande cheminée. Et à la fin du XVIIe siècle, c'est un commerçant en soierie qui habitait cette maison, puisque justement il y avait les élevages de vers à soie qui étaient là. Et son travail, ça consistait à faire le tour des petits ateliers, récupérer du fil ou du tissu. Et il y avait dans les archives, il y avait encore ces cahiers, ces journaux de compte, quoi. Et il allait vendre jusqu'au Danemark, parce que la Loire passe au pied de la maison. Donc il remontait jusqu'à Nantes par la Loire, et de là, par la mer, il remontait jusqu'à la mer du Nord, quoi. Donc voilà. Et quand je parlais des différentes coïncidence qu'il y a eu, moi, par rapport à mon parcours et avec l'histoire de la soie, bon, alors il y a cette maison quand même, que je tombe dessus, qui était un commerçant en soierie. Il y a eu ce local qui devait être le local de la filature de soie de Saumur. Et puis, moi j'ai tout appris donc au niveau de la soie par un gars qui s'appelle Michel Costa. Et dans les archives locales, j'ai vu que en 1810, pour améliorer les techniques d'élevage et de culture de mûrier, la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire avait fait venir quelqu'un du Midi qui s'appelait M. Costa. Donc faut le faire quand même. Oui, on peut constater qu'un fil de soie, c'est très long. C'est un grand cocon qui se divide. On espère en être que un tout petit bout du chemin et que ça se poursuit longtemps encore. Donc, juste pour finir, explique-nous un petit peu tes projets imminents et d'avenir.
au moins dans ceux que je maîtrise à peu près. Donc normalement, là, la fin de l'année, c'est Laos-Cambodge, donc pour novembre-décembre. Peut-être janvier-février, mais c'est pas encore sûr, Madagascar pour la soie d'araignée, mais j'attends une confirmation. Et si c'est pas janvier-février, ce sera un petit peu plus tard, c'est pas grave. Et auquel cas, je pourrais faire quelques salons, entre autres le salon de Cholet, éventuellement fin janvier. Et puis, ma foi, je voudrais me réinstaller un atelier teinture végétale parce que pour l'instant, je suis pas très très bien installée. J'ai modifié un petit peu ma maison là. Et j'aimerais bien développer des kits, par exemple, de broderie Kanta en soie et en teinture végétale notamment. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Je dois retourner en Inde aussi pour 2016. Bon, et puis je suis quand même retraitée, donc faire mon jardin, m'occuper de mes poules, etc., etc. Écoute Marie, on a hâte de voir tout ça et je te remercie d'avoir partagé ce que j'imagine n'est qu'une infime partie de ton histoire, ton savoir et ta chaleur avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi et j'espère avoir suscité un petit peu d'envie pour aller plus loin, pour donner l'envie aux gens d'aller fouiner un petit peu, d'aller chercher ces autres soies méconnues et puis voir cette richesse, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment un monde en soi, c'est le cas de le dire. Avant de nous séparer, juste un petit point sur les salons passés et à venir. Je rentre du salon de Shadrach qui s'appelle Brode et Patch en Velay. C'est donc tout près du Puy-en-Velay. Et c'était la deuxième fois que je participais à ce salon. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver de nombreuses clientes. C'est un petit salon très très agréable avec une équipe organisatrice très dynamique et très sympa. Parmi les rencontres avec les autres exposants, j'ai été ravie de voir plein de monde bien sûr et pour la première fois en chair en os, Cécile Franconi d'une part et Annick Desgrieux d'autre part. Ce sont deux créatrices très intéressantes, chacune dans son style. J'étais encore une fois très très bien accompagnée par Olivia Ferrand qui a très avantageusement mis un peu de souk sur mon stand avec ses fabuleux insectes au crochet. Et nous avons eu le plaisir, en off, de partager un gîte avec nos deux copines strasbourgeoises, Caroline Gambe et Catherine Legrain. Caroline est brodeuse d'art, créatrice de modèles magnifiques où je retrouve, sans rien y connaître, une vraie signature de créatrice et un feeling carrément contemporain. Caroline donne beaucoup de cours à Strasbourg et j'avoue que mon rêve est de m'essayer au crochet de Lunéville avec son aide. Catherine Legrain est la très dynamique fondatrice du site Broderie Plaisir où on trouve tout l'équipement nécessaire pour la broderie d'art à des prix très raisonnables,
ainsi qu'une vraie caverne d'Ali Baba remplie de fils de ruban, de perles, de paillettes et d'autres merveilles à utiliser en broderie ou autrement, bien sûr. Et surtout, ce sont deux chouettes filles avec qui on a passé de très bons moments pendant ce week-end. Merci à vous. Le prochain salon pour moi sera à la Tour de Salvagny, tout près de Lyon, les 14 et 15 novembre. J'avoue que j'ai hâte d'y être parce que j'espère y retrouver au moins une partie de ma clientèle lyonnaise et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. Avant cela, je vais aller passer une semaine en Suède, malheureusement pour des raisons pas très rigolotes. Il y a des petits soucis dans ma famille, avec la santé de mes parents. Et ça pourrait induire un retard dans la parution du bulletin d'information. Et peut-être dans d'autres projets, je ne sais pas encore. Mes parents vieillissent, ils ont besoin de moi et moi aussi, j'ai besoin de m'occuper d'eux en retour de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis sûre que vous pouvez comprendre cela. Et comme d'habitude, de tout ça, vous faites ce que vous voulez. Mais prenez soin de vos proches et de vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de faire de belles choses. Aujourd'hui, nous écoutons des extraits de l'album Enchanted Wind de Susan Tang, trouvé sur magnatune.com. La prochaine fois, je crois que je vais faire un peu différemment avec la partie musicale. J'ai envie de jouer un peu avec le format du podcast. On verra bien ce que ça donne. Pour trouver des liens au sujet évoqué dans cet épisode, je vous donne rendez-vous sur mon blog à www.annettepetavie.com/blog. À bientôt. Au revoir.